Jérôme, bonjour. Bonjour. Alors Jérôme, vous êtes agriculteur du côté de Bozoul. Oui. Alors si on vous contacte aujourd'hui et si on va pouvoir relayer un petit peu vos informations sur la page Aveyron TV, c'est parce que Oui. vous faites partie des agriculteurs qui se sont levés très tôt jeudi sur le département de l'Aveyron pour rejoindre cette fameuse exploitation sur l'Ariège qui a subi l'abattage. Donc vous pouvez nous dire un petit peu le fonctionnement. Voilà, quand vous dites lever très tôt, je me suis quasiment pas couché en fait, puisque il y avait déjà des Aveyronnais qui étaient présents le premier jour, dont Éloi, un peu les Éloi, Théo Alary, enfin voilà, beaucoup de gars responsables à la CR12, et aussi Éloi qui est président bien sûr de la région. Ouais. Éloi Nespelous. Donc il a pas réfléchi le soir quand ils ont décidé avec le président de l'Ariège, de la coordination rurale de l'Ariège, d'essayer de combattre pour sauver l'élevage. Mais en fait, c'était plus que pour sauver l'élevage qui était condamné. C'était aussi pour essayer de trouver enfin une petite lueur d'espoir, faire changer les règles, quoi. Point à la ligne. D'accord. C'est ce qu'on dit depuis le départ. D'accord. Et parce que cette maladie se propage et que depuis le départ, on a dit que le protocole qui était mis en place ne fonctionnerait pas et on savait que ça allait se propager comme ça se propage en France. On le savait et on l'a martelé et on l'a dit à toutes les réunions et on nous a jamais écoutés. Et maintenant, ils sont embêtés parce qu'on sent bien qu'il faut qu'ils changent de position et pour des politiques changer de position, on voit qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. D'accord. Parce que voilà. Enfin, bon, bref, pour revenir sur le... Excusez-moi de vous couper, c'est peut-être la différence entre vous, agriculteurs qui êtes sur le terrain, et d'autres qui sont éloignés de tout ça, quoi. Eh bien, tout à fait, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'eux restent avec des écrits, des textes, voilà, pour essayer d'eux, et en pensant que... Je sais pas ce qu'ils pensent, en fait, parce que... eux, ils ont l'impression que parce qu'ils ont éliminé un agriculteur, eh bien, ils sauvent toutes les autres exploitations de la France entière. Or, c'est faux parce que quand on peut revenir sur la Savoie et Haute-Savoie, c'était beaucoup de producteurs de lait. Il faut savoir aussi que ces producteurs de lait, s'ils ont repeuplé, eh bien, certains se vantent de dire, regardez, ils ont repeuplé. Oui, effectivement, ils ont repeuplé, ils retressent des vaches. Mais ça veut dire aussi qu'en producteur de lait, si tu veux repeupler et remettre des vaches à la traite le jour même, il faut trouver quelqu'un qui arrête. Oui, tout à fait. Et quelqu'un qui arrête, qui n'a pas de repreneur. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, avec ce système, ils ont déjà ouvert un marché pour celui qui est à la veille de la retraite et qui dit, ben voilà, je peux faire repartir mes vaches au lieu de faire repartir la boucherie, parce que je vais arrêter l'activité. Elles sont reparties chez un autre éleveur, donc cet éleveur qui a repeuplé, je veux dire. Ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a une exploitation en face qui ferme. Ouais. Et ça, c'est le problème qu'on a depuis 40 ans en France. Et on n'a pas besoin aujourd'hui de l'élevage français de encore se faire assassiner par des protocoles qui ne correspondent pas et qui n'ont rien à voir avec la réalité du terrain. Alors, on a discuté un petit peu hors antenne avant de commencer cette interview. Donc, vous vous êtes rendu, vous, en Ariège. Et là-bas, vous allez nous raconter un petit peu parce que vous avez vécu quand même une situation difficile, quoi. Donc voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que j'ai pas dormi, parce que du coup, pour relayer en fait ce qu'il se passait en Ariège, le soir même, on est allé faire une action à Rodez, à la préfecture, et discuter avec bien sûr les agents et la préfecture sur le fait, pour essayer justement de voir s'il y avait une possibilité, une évolution, vu qu'on commençait une action en Ariège sur cette exploitation, voir si l'État se sentait un peu pas menacé, mais me dire bon, mais là maintenant il faudrait peut-être qu'on essaye de changer les règles, quoi, vu que tous les syndicats se mettaient ensemble. Oui, d'accord. Et bien la préfecture nous a répondu. Du coup, moi je suis rentré à 1h du matin parce que on a mené l'action jusqu'au bout, puisqu'on était monté avec des bennes pour vider devant la préfecture, et on a dit si on a une lueur d'espoir et si on nous écoute, peut-être on restera plus calme au niveau de l'action, mais effectivement on n'a rien reçu. Il restait campé sur l'opposition. Bon, bref, du coup, rentrer chez moi à 1h du matin, reparti à 3h pour être à 4h au rendez-vous avec les collègues sur Baraqueville. Et là, nous voilà partis en Ariège. Et donc on est arrivé là-bas
par des routes où on est carrément arrivé à 3 kilomètres de l'exploitation, où il a fallu faire à pied, puisque déjà ils avaient fait des barrages avec des arbres, ils avaient coupé énormément d'arbres, pour éviter bien sûr que les forces de l'ordre approchent, et surtout les vétérinaires surtout. Et du coup, bon, on a garé la voiture et on est parti. Arrivé bien sûr sur l'exploitation, et bien énormément de monde, le jour s'est levé, très bien organisé. Parce que il y avait à manger, il y avait le café, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi, voilà, pour qu'on puisse tenir le choc. Les éleveurs sont arrivés, des visages, on voyait, voilà, qui comprenaient pas ce qui leur arrivait. Hein. En fait, ils avaient même eux, je pense, du mal à réaliser. Ouais. Mais quand même, on sentait qu'ils étaient. Au départ, c'était compliqué pour eux de voir qu'on arrivait tout ce monde, mais le premier jour, mais le deuxième, on sentait qu'ils étaient heureux, quoi, qu'on soit là pour les soutenir, quoi. Sauf que immédiatement, le jour où on était là, ils ont reçu des menaces et on les a contraints à accepter cet abattage. Alors, quand vous dites des menaces, c'est au niveau, je suppose, financier. Non. Financier, bien sûr, c'est monsieur le préfet lui-même de l'Ariège qui les a appelés et qui leur a dit de toute manière, vous n'avez pas le choix, vous savez que vous vous engagez à des représailles, voilà, la PAC bloquée, des amendes journalières tant que le cheptel ne sera pas euthanasié, voilà. Alors du coup, on a essayé de ne pas aller chez l'éleveur, indirectement devant son bâtiment, on est resté sur la route. D'accord. Parce que la route est souveraine et en fait, ce que nous on pensait faire, et c'est une logique avec du bon sens, c'est-à-dire que ce qui est simple à comprendre, l'État est capable d'engager l'abattage total d'un cheptel qui appartient à un éleveur. Autant l'État, ce que nous on demandait, aurait pu aussi faire le choix d'engager que ce cheptel devienne un cheptel test. Oui, une exploitation expérimentale. Oui. On a un animal malade qui est d'ailleurs morte ce jour-là, parce que voilà, elle n'en pouvait plus, elle a été soignée, bon, elle est morte, très bien. Sur 200 animaux, une bête malade, c'est pas non plus, ça arrive assez souvent chez nous. Et voilà, et du coup, on pouvait voir comment les autres, qui étaient en très bonne santé, puisque je les ai vus, elles étaient en très bonne santé. Je ne suis pas bien sûr rentré dans les bâtiments, mais en les voyant à 5 ou 6 mètres de nous, on voyait des animaux en très bonne santé et voir comment ça progresse. Bien sûr, vacciner le plus rapidement possible et voir comment ça progresse les jours à venir. Excusez-moi, surtout que vous, comme agriculteur, vous avez quand même l'œil et l'expérience du comportement animalier. C'est ça. C'est-à-dire quand on dit qu'on est éleveur de bovins, éleveur de brebis, éleveur de cochons, éleveur de volailles, il y a le fait de les nourrir correctement, les animaux. Mais il y a surtout quelque chose qui est très important, c'est d'avoir l'œil de l'éleveur. Et l'œil de l'éleveur, c'est ça. Et cet éleveur, pourquoi il a appelé son vétérinaire? Parce que sa vache, il l'a soignée, pas parce qu'elle avait des nodules, elle avait aucun nodule. Mais elle n'était pas bien, elle était en fièvre. Et donc, en fièvre veut dire traitement antibiotique, traitement anti-inflammatoire. Et au bout de 2 ou 3 jours, l'animal ne guérissait pas. Donc, il a rappelé son vétérinaire, ce que tout le monde ferait, parce que tout le monde dit aujourd'hui, on n'appellera pas notre vétérinaire si on a une vache qui... Mais alors, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, à cause de la dermatose nodulaire, les gens vont laisser mourir les vaches. Ouais, d'accord. Ça veut dire ça, quoi. Ouais. Donc, du coup, l'éleveur a fait son travail. Il a appelé son vétérinaire. Et c'est son vétérinaire qui... En examinant la vache, a trouvé des choses un peu bizarres au niveau de la vulve, au niveau du cuir, des petites bosses, tout ça, et elle a préféré faire une analyse. Et là voilà, ça s'est révélé positif, quoi. Voilà, ça s'est révélé positif, et puis en avant le circuit de l'abattage total, quoi. Enfin, vous connaissez, quoi. Bon, du coup, pour revenir sur le terrain, on était là-bas, c'est monté à 500 personnes, 600 personnes, enfin, on ne pouvait même pas compter tellement qu'il y avait du monde, c'était impressionnant. Et de partout, des femmes, des enfants, des personnes âgées, de partout, il y avait un soutien, c'est impressionnant. J'ai vu même des gens du nord de la France qui sont descendus, des gars qui ont fait 8 heures de route pour venir. D'accord. C'est quand même impressionnant, quoi. D'accord. Voilà. Du coup, toute la matinée, c'était apparemment les forces de l'ordre vont arriver, mais on attendait aussi de la part du ministère de l'Agriculture un changement, puisqu'ils avaient reçu ce fameux document qui avait été rédigé par la Chambre d'agriculture de l'Ariège avec tous les syndicats, où on proposait un nouveau protocole et surtout que cette exploitation soit mise sous cloche et expérimentale.
Et bien l'après-midi, Madame Genevard a dit on reste, elle a campé sur ses positions et elle est restée. Et elle est restée sur l'abattage total. Et là, du coup, ils ont engagé les forces de l'ordre, mais les forces de l'ordre n'ont pas pu venir comme ça, puisque toutes les routes étaient barrées, avec des arbres coupés, des tracteurs en travers, une route qui était d'ailleurs trouée avec une pelle mécanique. Ouais. Donc ils ne sont pas venus par celle-là, d'ailleurs. C'est ce qui a permis de... Parce qu'il faut savoir qu'on était surveillés pendant 2 jours avec un hélicoptère de la gendarmerie. Oui, c'est ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais. Donc là, économiquement, je vous dis pas le chantier, quoi. Je sais pas combien coûte l'heure d'hélico, mais ça doit quand même coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. On peut pas croire en 2025 qu'on déploie, qu'ils aient pu déployer un tel dispositif. Ouais. Voilà, un tel dispositif. J'avais pas trouvé les mots. Ouais. Vous m'excusez, je suis un peu fatigué. Non, mais je comprends. Voilà, un tel dispositif pour en fait. Parce qu'il faut savoir quand même que nous sommes des éleveurs. On se bat pour garder notre métier. Tout à fait. Et on se bat avec les poches vides. J'ai pas peur de le dire, puisque l'agriculteur n'a pas d'argent. Son seul bonheur, c'est de travailler. Il faut aimer ce métier par passion, parce que c'est des contraintes permanentes. Et là vient se rajouter des gens qui veulent nous diriger avec les poches pleines. J'ai pas peur de le dire, oui. Les poches pleines et de l'argent qui nous appartient en fait. Donc, des gens qui sont pour moi incompétents, puisqu'ils ne sont pas éleveurs, ils ne sont pas des gens de la réalité. Et s'ils nous consultaient un peu plus, je pense qu'ils prendraient des décisions avec un peu plus de bon sens. Donc, pour revenir toujours sur le chantier, arrivé l'après-midi, bien sûr, et bien, là, on a compris que ça allait arriver, parce que d'un coup, sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui était en bas, là-bas, au bout des 3 km, là où les dernières voitures étaient garées, une route étroite, les voitures s'étaient mises sur un côté, bien sûr. Oui. Et bien, on a une vidéo d'une voiture qui se fait soulever et balancer dans une parcelle avec un chargeur. C'est ce que j'allais vous dire, vous confirmez voilà. Cet état de fait aussi de... Ah oui, voilà, exactement. D'accord. Et moi, coïncidence, parce que sur le nombre, c'était pas forcément que ça tombe sur moi, mais c'est tombé sur moi. À 3 mètres de moi, il y avait le monsieur qui était propriétaire du véhicule. D'accord. Qui se met à hurler, c'est ma voiture, c'est ma voiture. Ce monsieur, c'était un citoyen lambda qui habitait pas loin, qui allait faire ses courses et qui a décidé cet après-midi-là, au lieu d'aller faire les courses, il me dit, j'ai dit, je vais aller soutenir les agriculteurs. Donc forcément, c'était quasiment le dernier à arriver sur l'action, puisqu'il s'est garé au fond là-bas à 3 km. Mais c'est sa première, comme c'était la dernière voiture garée, c'est la première qui a... Alors, est-ce qu'ils ont fait ça pour nous intimider ? Est-ce que, voilà, bon, pour que les centaures puissent plus passer et tous les fourgons de la gendarmerie mobile, puisque c'était la gendarmerie mobile. C'était pas les CRS. Alors, même si ça ne justifie pas l'acte, tout à fait, au niveau du véhicule, en plus, n'appartenait même pas à un agriculteur sur le terrain. Non, pas du tout, voilà. Pas du tout. D'accord. Donc, résultat des courses, moi, quand j'ai vu ça, j'ai accompagné le gars, j'ai dit écoute, je viens de voir une vidéo, j'ai du mal à croire que c'est aujourd'hui, là, à l'instant T. Donc du coup, pour le savoir, le mieux c'est qu'on y aille. Et donc on est parti à faire 3 km à pied, et là, on est tombé, donc la route, ça fait comme un U, si vous voulez, en partant de l'exploitation, c'est à peu près plat. Après, on a une longue descente, on est passé devant le cheptel qui était à 1,5 km que les agriculteurs avaient à l'extérieur. Et du coup, on arrive devant un rideau où là, il y avait des jeunes, sérieusement, des jeunes gendarmes qui avaient 20 ans, par là 18 ans. Et moi, je leur ai dit, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites là ? Et bien sûr, ils ne parlaient pas. Alors eux, je leur reproche rien parce que c'est leur métier. Ouais. C'est-à-dire que ce que je reproche chez les gens qui sont aux manettes, d'envoyer des jeunes gendarmes comme ça se battre contre des paysans, des gens qui les nourrissent, qui veulent garder la souveraineté d'un pays. Ouais. C'est-à-dire on a mis en combat les choses les plus essentielles que doit avoir un pays. On l'a vu pendant le Covid. Qu'est-ce qui sont les plus importants aujourd'hui pour un pays en cas de crise ? La sécurité, l'alimentation et la santé. C'est comme si vous mettez en combat
Donc là, j'ai pas peur de dire que c'est les politiques qui sont en train de nous diviser, encore une fois. Vous mettez en combat les 3 choses essentielles. Vous avez qu'à dire aux docteurs, aux infirmières et tous les hôpitaux de venir et qu'on se batte tous ensemble, en fait. En fait, c'est ce qui ressort un petit peu des réseaux sociaux, à savoir que les gens ne comprennent pas ce déploiement de force phénoménal sur une exploitation pour abattre des animaux au niveau de cette contamination, alors que tous les jours, le pays vit des choses très difficiles, et là, on a le sentiment que rien. Mais on vit tous les jours des choses difficiles, mais par le passé, il n'y a pas si longtemps, il y a eu des commémorations, on a eu des attentats terribles en France. Tout à fait. Par des gens qui étaient suivis et où ça aurait pu très bien s'anticiper. Pour moi, c'était des virus pour notre pays. Et ces virus sont passés à l'acte et ont tué des familles. Donc je veux dire, ont tué des innocents. Et là, on vient se battre pour des gens qui veulent garder notre alimentation. Est-ce qu'il y a là, c'est pour ça, je l'ai dit dans une vidéo hier sur les réseaux. Pour moi, là, il faut remettre une page blanche. Il y a des gens qui sont à des postes qui ne conviennent pas et qui prennent des décisions qui ne correspondent pas à notre pays. Bon, alors tout ça pour revenir à l'action, parce que je vais partir dans un autre sujet après. Oui. Donc à ce moment-là, le monsieur a demandé aux forces de l'ordre de pouvoir voir son véhicule, parce que du coup on était encore éloigné du véhicule, il manquait encore 500 ou 600 mètres, et comme c'était dans des bois, sur une route vraiment étroite, et puis il laissait passer personne. Avec nous, il y avait un éleveur qui voulait aller traire ses vaches avec sa fille, et qui avait la voiture pareil en contrebas. D'accord. Et là, les forces de l'ordre, bon, il y a le chef qui est arrivé, et le monsieur avait juste sa clé de la voiture à la main, et le monsieur, le chef là qui est venu le prendre, il lui a dit, écoutez monsieur, venez, on va vous expliquer la procédure. D'accord. Voilà. Donc le gars, il a payé sa voiture avec son travail, il est venu pour soutenir les agriculteurs, et sa voiture est détruite. Elle était sur le toit. Donc, et on lui a juste dit, on va vous expliquer la procédure. Et ce qui est dommage, c'est que j'avais mon portable déchargé, j'ai pas pu relever son numéro. C'est une catastrophe, quoi, parce que j'aimerais bien reprendre les nouvelles de ce gars, savoir comment ça s'est passé et tout. Mais bon, voilà. Peut-être j'essayerai de le choper par les réseaux. Mais bon, bref. Du coup, je continue. À suite de ça, les forces de l'ordre ont dit qu'ils allaient avancer. Nous, on a essayé de résister, mais on n'était qu'une dizaine. Et du coup, on a été contraints de remonter. Heureusement, il y avait un gars qui était descendu avec une tronçonneuse. On a continué à couper des arbres pour les ralentir. D'accord. Et alors, eux, apparemment, les forces de l'ordre avaient réquisitionné les tronçonneuses de toutes les mairies du coin. Et du coup, ils ont coupé, et avec les centaures, ils ont ouvert la route. Alors les centaures, pour ceux qui nous écoutent, et voilà. C'est juste pour rappeler que ce sont des blindés de la gendarmerie, hein. Voilà. C'est ça, ouais. On dirait vraiment des véhicules de guerre, quoi. D'accord. Parce que ils ont une lame devant pour pousser, et dessus ils ont déjà il y a une caméra pour visualiser les gens, pour nous voir qui c'est qui est présent devant les centaures, en fait. D'accord. Donc il n'y a pas de problème, on a été filmé, pris en photo, voilà. Oui, je dois être aujourd'hui un terroriste, vous vous rendez compte? Je dois être un terroriste, voilà. Moi, éleveur paysan bio à Bozoul en Aveyron, je suis devenu sûrement un terroriste aux yeux de l'État. D'accord. Bon, alors, je continue. À partir du moment qu'ils ont avancé, bon, ça les a quand même pas mal ralenti, le fait qu'il y ait pas mal d'arbres par terre. Nous, on a pu s'éloigner. Et au bout de 500 mètres, on avait des bottes de paille. Donc là, un groupe a mis feu à ces bottes, parce qu'on sait très bien que le feu, il n'y a que ça. Les pompiers ne pouvaient pas accéder de toute manière. D'accord. Donc le feu, ils sont arrivés à le traverser avec les centaures. À force, ils ont poussé 2 ou 3 fois, ils sont passés à traverser. D'accord. Alors, un peu plus loin, et là, à ce moment-là, ils ont commencé à balancer des bombes lacrymo. D'accord. Avec les centaures. Ils envoient des missiles qui tombent du ciel, quoi. C'est impressionnant. D'accord. Ça envoie des boules de... Enfin, oui, comment on appelle ça, les cartouches, là, je sais pas ce que c'est. Oui, des capsules. Des capsules, ouais, je sais pas. En fait, mais c'est impressionnant où ça peut aller, quoi. Ils arrivaient à nous doubler, quoi, avec les bombes lacrymo. Donc, du coup, alors, là, c'est déjà plus difficile de résister, du coup.
Et oui, non, du coup, on a reculé, on n'avait pas le choix. Et à un moment donné, ils sont arrivés à un dispositif que nous, on avait installé, pas moi, mais la veille, ça avait été installé, des tracteurs et voilà, et encore des arbres par terre, quoi, qui étaient en travers. Et là, arrivé devant les tracteurs, bon, comme à ce moment-là, il s'est dit partout que l'éleveur avait accepté, mais pour moi, je répète bien, par la contrainte, l'abattage du cheptel, et bien certains, comme l'équipe de M. Bail, tout ça, et bien on dit, bon, mais ça a fait ralentir un peu les gars, et puis du coup, les gars qui ont eu peur pour leur tracteur les ont enlevés. Bon, il s'est joint à nous, c'est vrai, peut-être aussi certaines équipes aussi qui n'avaient pas trop à voir avec l'agriculture, quoi. On a compris qu'il y avait vraiment parce que ceux qui ont été vraiment au front, à la fin, nous, les agriculteurs, qu'on n'est pas habitués à ça, on a quand même sacrément reculé, mais moi j'ai vu des jeunes là, on sentait qu'eux, ils étaient vraiment là pour vraiment se battre avec la gendarmerie, ouais. D'accord. C'est ce qu'a reproché un petit peu la ministre de l'Agriculture hier lors de l'interview sur ces... Oui, mais enfin, la ministre de l'Agriculture, elle a reproché ça. En attendant, si l'après-midi, elle avait accepté la proposition d'agriculteurs de tous les syndicats, donc de la majorité des éleveurs français, de la majorité. Je ne parle pas des responsables, par exemple, des très très hauts responsables, comme M. Rousseau de la FECA, qui est un céréalier qui n'a pas une vache. Je parle des gens d'en bas, de la base. Et cette base s'est réunie à la Chambre d'agriculture qui, normalement, a quand même un pouvoir, puisque la Chambre d'agriculture est neutre. Elle n'a pas une étiquette syndicale. Elle parle au nom de tous les agriculteurs. Et bien, ce document officiel de la Chambre d'agriculture de l'Ariège a proposé à la ministre que ce cheptel soit cheptel cloche, enfin cheptel expérimental. Elle l'a refusé et elle a envoyé les forces de l'ordre. Moi, je me dis là, si elle peut pas non plus dire qu'elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé là-bas, parce que c'est totalement elle la responsable, puisqu'elle aurait pu dire j'accepte de voir comment ça peut faire ce cheptel, puisqu'il y avait pas un agriculteur à je sais pas combien de kilomètres, ils sont isolés en plus, quoi, donc il n'y avait aucun risque de contamination avec les autres, en gardant bien sûr un protocole sanitaire strict, on est bien d'accord. Et ça on l'a dit, il n'y a pas de problème. Et bien, tout le monde rentrait chez soi. Si elle avait accepté ça, les forces de l'ordre rentraient chez eux, n'auraient pas été obligés de se battre contre des pauvres paysans. Tout à fait. Et bien sûr, les fameux djihadistes ou compagnie, là, ils ne seraient pas venus. Bon, c'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est peut-être ce que vous reprochez aussi, parce qu'on l'a vu dans le reportage de Éloi ce matin, c'est ce que préconisait également le président du département de l'Aveyron, Arnaud Viala, c'est un manque de déplacement des responsables sur le terrain pour venir dialoguer et expliquer. Tout à fait, on est bien d'accord. Et alors du coup, ils ont progressé jusqu'à la nuit. Alors là, je pense que même eux, honnêtement, vis-à-vis de la loi, je pense qu'il y avait 2 hélicoptères qui survolaient. On aurait dit qu'ils cherchaient des narcotrafiquants qui sont sortis de prison, quoi. Avec un éclairage de fou, ils fouillaient dans les champs, ils faisaient que tourner, et à mesure les centaures avançaient, on mettait des feux, on allumait les arbres, et bien ça n'a pas empêché de les faire progresser jusqu'à qu'ils soient arrivés au bâtiment, et qu'arrivés à l'exploitation, c'était catastrophique, parce qu'ils ont continué à envoyer de pire en pire des boules lacrymogènes, et de la lacrymo. Moi j'en ai pris, mais vous pouvez pas vous imaginer, aujourd'hui, voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai plus de voix. Les yeux, c'était... Alors, par contre, les yeux, je vais vous dire une anecdote. Il y a un monsieur, une personne âgée, je n'ai pas son nom, je ne me rappelle plus, il se promenait avec un sac et il mettait dans la main des gens quelque chose, et je ne comprenais pas. Il passait à travers les gens, prenez ça. Et tout d'un coup, il est arrivé à moi, et il m'a donné ça. C'était du sérum physiologique. D'accord. Il donnait du sérum physiologique aux gens. C'est pour rendre compte un peu là. Alors le gars savait très bien, et moi je savais pas du tout qu'il fallait utiliser ça pour pas. Mais j'étais bien content qu'il m'en ait donné une poignée, parce que je peux vous dire que je l'ai utilisé.
D'accord. Enfin, du coup, arrivé au bâtiment, ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont continué, alors qu'on leur a hurlé d'arrêter, ils ont continué alors que nous on reculait. Alors effectivement, il y avait peut-être ces gens qui faisaient un peu le désordre, mais heureusement qu'il y avait des paysans comme nous, parce que certains voulaient ouvrir les bâtiments pour faire sortir les bêtes, et on leur a dit surtout pas laisser les animaux dans les bâtiments, laisser les animaux dans les bâtiments. Et là où je reproche au dispositif, je pourrais leur faire ce reproche, c'est qu'ils ont balancé des bombes lacrymo dans les bâtiments. D'accord. Puisque ces bâtiments-là, en fait, ils sont ouverts sur un côté. Les animaux, pour aller manger, vont un peu dehors. Donc, et ont juste l'hangar pour l'aire de couchage, qu'on appelle, pour dormir. Oui. Donc, ça veut dire que tous les animaux présents sur l'exploitation ont respiré toute la soirée, la nuit, des bombes, du gaz lacrymogène. Quand tu vois ce que ça fait à nous, oui, et eux, non, mais il y avait des chiens, il y avait un petit poney dans un pré, quoi. Et ils n'avaient pas à continuer à balancer des bombes lacrymo. Tout le monde avait reculé. Donc du coup, c'est un dispositif disproportionné par rapport à... Complètement. Je pense qu'il y avait peut-être 200 ou 300 gendarmes. C'est impressionnant le dispositif qu'il y a eu avec deux gros centaures. Enfin, c'est 2 hélicoptères qui tournaient en permanence. Alors, je vous dis, on aurait dit qu'on poursuivait des trafiquants de drogue. Alors vous, et derrière, en même temps, vous avez notre politique aujourd'hui européenne qui signe un contrat avec le Mercosur, où là, sans parler que ces gens élèvent de la viande là-bas dans des conditions qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, mais avec des piquets aux hormones, antibiotiques sous eux, mais ces gens-là, là-bas, est-ce que vous croyez réellement qu'ils vont respecter les règles et les clauses miroirs qu'on veut leur faire? C'est impossible. Ça va être du trafic de drogue mélangé avec la viande, ça va être des armes qui vont arriver. Je veux dire, ça, c'est quelque chose que tout le monde réalise aussi. Alors peut-être de notre œil extérieur, est-ce que toute cette mobilisation de la part des forces de l'ordre et de l'État sur cette exploitation ariégeoise n'était pas fait justement pour couper le lien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, à savoir je vais vous dire que moi qui l'ai vécu de très près, et bien avec le recul aujourd'hui, je suis persuadé que tout ça c'est un leurre. C'est-à-dire qu'on nous maintient sur des exploitations comme ça, ils disent on va faire une grosse action avec eux, on va leur faire comprendre que c'est nous qu'on commande, c'est nous aux rênes, qu'on tient les rênes, et comme ça ils vont s'épuiser. Eh ben, c'est vrai, quand tu as un déploiement de presque 700 000 personnes, eh ben, ils savaient très bien que ça n'allait pas durer une semaine. Et puis en étant intimidé comme ça, tout le monde est rentré chez soi, et allez, on tourne la page. Comme à chaque fois, comme on a fait pour le Covid. Certains ont tourné la page et on n'en parle plus, pourtant on a un pays qui a été arrêté. Eh bien, mais moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, c'est justement pour laisser le temps qu'il y a cette action-là derrière, on signe des contrats qui sont hyper dangereux pour toute notre population, mais pour l'Europe entière. D'accord. Enfin bon, pour revenir à la fin, et bien voilà, ça s'est terminé comme ça. Moi, j'ai quitté les lieux parce que, alors bon, le souci, c'est que je me suis trouvé, mais comme tout le monde était inquiet de ce qui allait se passer, des proportions que ça pouvait prendre, et certains ont préféré partir. Donc voilà, moi, j'ai préféré rester jusqu'au bout. Je pensais rester la nuit là-bas et tout, parce que ce combat, je veux le mener jusqu'au bout. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que je prenne trop de risques parce que j'ai une famille, et voilà, mais de notre côté, je me dis, si nous, on ne se bat pas, pour nos enfants, justement, et nous, on n'est pas dans le discours on ne veut pas entendre préparer vos enfants à la guerre. Justement, c'est l'inverse. Nous, on veut préparer un avenir meilleur pour nos enfants. Et c'est là, je suis persuadé que le combat, il est là. Le seul combat qu'on doit avoir aujourd'hui en France, et ça, je fais un appel citoyen, c'est que si on veut un avenir meilleur, il faut faire un reset. Je vous garantis, il n'y a que cette solution. Mais il faut être apporteur de propositions saines et avec du bon sens. Et on n'enverra jamais nos enfants à la guerre. C'est quand même regrettable d'en arriver dans une situation telle, c'est-à-dire de pratiquement bloquer, comme ça va certainement se dessiner, un pays, pour pouvoir exprimer, pour pouvoir conseiller des gens qui
entre guillemets, peut-être parfois sont dans un bureau et ne comprennent pas la réalité du terrain, quoi. Mais bien sûr, parce que c'est une minorité qui qui aujourd'hui veulent nous diriger. Alors c'est dur ce que je vais dire, mais on semblerait, quand on voit comment ça s'est décidé en Ariège dans cette exploitation, là on est dans un avenir de dictature. C'est-à-dire que deux, trois personnes, mais comme là, Madame Genevard, une personne peut décider pour des milliers d'agriculteurs qui sont en France et qui veulent autrement. Donc, ce n'est pas possible. Et donc, si le peuple veut reprendre la parole, il est obligé de bloquer le pays. Il n'y a que comme ça. C'est malheureux. Alors vous, aujourd'hui, vous êtes agriculteur du côté de Bozoul, c'est du bovin que vous avez, vous? Oui, j'ai des aubracs. Votre état d'esprit aujourd'hui en tant qu'agriculteur, quand vous côtoyez vos animaux tous les jours, dans quel état vous êtes? Eh bien, de toute manière, l'État, je suis conscient qu'on va être d'année en année amené à côtoyer tout un tas de virus, ou de maladies émergentes, bien sûr, et qui vont arriver sur notre territoire, malheureusement. Mais bon, en le gérant intelligemment, je pense qu'on devrait arriver. Moi, là où j'ai espoir, c'est que nous, la France, on a des élevages sains et des animaux robustes, contrairement à d'autres pays. Si on veut parler par exemple du Brésil, je suis sûr que c'est pas en intensifiant comme eux ils font, en mettant tout un tas d'animaux dans des parcs fermés là. Et nous, je veux dire, l'été on a les animaux dans les pâturages, sur l'Aubrac, dans le Cantal. Et on est un pays encore, on fait manger de l'herbe. C'est ça quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est que justement on a des animaux en bonne santé qui sont là, qui sont capables de résister et de s'auto-immuniser. C'est certain. Mais là, je veux dire, ils sont toujours en train le ministère se défend en accentuant sur la peur. C'est-à-dire, attention, si on laisse développer le virus, et puis sur les gros chiffres, c'est tous les millions de vaches en France qui vont être touchées par la dermatose nodulaire. Alors que pour l'instant, les chiffres sont là. On a beaucoup de morts par l'euthanasie, que nous avons eu très peu. On a le cas de ce troupeau de blonde Aquitaine. Sur ces 200 vaches qu'il a, il en a perdu une pour l'instant de la dermatose. On n'a pas pu savoir s'il en aurait perdu 10, 15. Et je pense que les leveurs auraient été prêts à perdre 15 vaches de la dermatose nodulaire. Mais il y en aurait resté. On n'a pas besoin de faire de gros calculs pour savoir qu'il lui aurait resté 90 vaches, 85 vaches, quoi. D'accord. Non, pardon, 185, pardon. Alors, pour conclure, parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé quand on a parlé un petit peu avant cette interview hors antenne. On a parlé, vous savez, de la vaccination. Et vous avez dit la vaccination, maintenant, c'est dans le temps, parce que cet été, ça sera trop tard. C'est ça. Parce que, contrairement à ce qui s'est passé en début de période, quand la dermatose est arrivée chez nous, les animaux étaient en partie en pâture, dans les pâtures. Donc, à part les troupeaux laitiers qui sont en règle générale rassemblés ensemble, mais nous, les vaches allaitantes, qu'on dit, enfin les bovins viande, sont en période de pâturage un peu répartis dans toutes les pâtures. Et du coup, ça permet que les leveurs, c'est là où on dit que c'est des foyers qui ont été touchés. Et bien, si une vache est malade dans un foyer d'une pâture, et on ne tue pas l'ensemble du cheptel. Or, en Ariège, ce qui s'est passé pour cet éleveur, là, on lui a dit, on va vous euthanasier tout le troupeau, parce que il avait tout dans les mêmes bâtiments, et là où c'est fou aussi, c'est qu'il avait une vingtaine de bêtes dehors à 1,5 km, et les experts ont été les voir et ont dit celles-là elles sont condamnées aussi. Donc là, on ne comprend pas, quoi. C'est-à-dire ils vont même dépasser leurs règles, quoi. Donc ce qui veut dire que si on ne vaccine pas ce que nous on propose en priorité, les mères, c'est-à-dire le cheptel productif et reproductif. En priorité les mères. Pourquoi ? Parce que l'État, le ministère de l'Agriculture dit que si on n'est pas indemne de dermatose nodulaire, qu'on ne met pas carte blanche pour nos pays voisins qui nous prennent des animaux pour l'export, et bien du coup, si nous, ils mettent en avant qu'on ne pourrait plus vendre les broutards, par exemple, pour les bovins viande, pour l'Italie ou pour l'Espagne. Si on vaccine les mères cet hiver,
Parlons pas de vacciner les veaux. Oui. Déjà, pour la plupart des animaux qui font véler, les gars qui font véler en plein hiver, ils sont pas nés, les petits veaux. Donc déjà, commençons à sauver le cheptel souche. En fait, on met en priorité l'accent sur la structure d'une exploitation. La structure d'une exploitation, c'est son cheptel mère. Son cheptel souche qu'on appelle. Ensuite, on verra si on vaccine plus tard les jeunes. Mais en priorité pour moi, c'est de vacciner les mères. Et pour un troupeau laitier, c'est le principal, puisque c'est elle qui lui produit du lait. Et voilà, et c'est comme ça qu'en Savoie et Haute-Savoie, ils ont pu arrêter le virus. Il faut pas se leurrer. Ils ont vacciné 300 ou 400 000 bêtes en même pas un mois ou un mois et demi, et ça s'est arrêté là. Ne venez pas me dire que c'est l'abattage total, puisque si c'était l'abattage total, encore une fois, le virus serait resté en Savoie et en Haute-Savoie. Il n'aurait pas progressé dans le Jura, dans le Rhône, dans l'Ariège, dans les Pyrénées-Orientales. Enfin, dans les Pyrénées-Orientales, il faut savoir que c'est pas non plus un grand département, il n'y a pas énormément de bovins. Ils sont à quasiment 500 bovins euthanasiés. D'accord. Pour certainement même pas 1% d'une vache malade sur les 3 quarts des bêtes. C'est ça qui est fou, quoi. C'est énorme. Ouais. Et oui. D'accord. Voilà. Bon, bah, écoutez, déjà, ce qui nous a fait plaisir. J'ai parlé beaucoup. Non, mais c'est très bien d'avoir eu votre œil sur le terrain, déjà, parce que les vidéos parlent sur les réseaux sociaux, mais d'avoir votre sentiment et puis ce que vous avez vécu du côté de l'Ariège, et puis en plus, en tant qu'agriculteur aveyronnais, c'était très intéressant. Ça nous a permis de voir un petit peu mieux en détail votre position sur cette maladie, et on vous remercie d'être venu témoigner sur Aveyron TV sur cette situation aujourd'hui, quoi. Voilà. Oui. Voilà. Merci à vous. Bon, merci beaucoup Jérôme, et bonne continuation et bon courage du côté de Bozoul comme agriculteur. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.